Le Royal Rumble est sans nul doute l'un des shows les plus attendus de l'année, notamment pour le match éponyme qui revient chaque année, le Royal Rumble Match. La mythique bataille royale à 30 participants qui entrent à intervalles réguliers pour déterminer un aspirant numéro 1 au titre suprême lors du show des Immortels. Le Royal Rumble, c'est le péage avant de s'engager sur la grande route de WrestleMania. C'est ici que certaines des plus belles histoires ont débuté ou ont pris des tournants significatifs. C'est là que certaines légendes ont vu le jour et que certains records dont tout le monde parle encore aujourd'hui ont été établis. Le Royal Rumble Match compte 35 vainqueurs et vainqueurs ES différents. Certains l'ont gagné 2 fois, comme Randy Orton, Batista, Triple H, John Cena. Parmi eux, certains en ont gagné 2 d'affilée. Hulk Hogan, Shawn Michaels et plus récemment ce bon vieux Cody Rhodes. Et d'autres dans ce cercle encore plus fermé, ils sont très peu puisqu'il n'y en a qu'un, en ont remporté 3. C'est bien sûr cet homme, Monsieur Stone Cold Steve Austin. Mais mine de rien, 35 vainqueurs différents, ce n'est pas non plus énorme, compte tenu du nombre incalculable de catcheurs qui sont passés par la WWE. Et forcément, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas gagné non plus. Pour beaucoup, l'histoire les a oubliés, parce que leur passage à la WWE n'a pas forcément marqué les esprits, ou que ces catcheurs étaient généralement dans le bas de la carte. Mais dans cet immense lot de catcheurs qui n'ont jamais gagné le Royal Rumble, il y en a certains que l'histoire n'a pas oubliés, et qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ces catcheurs ont intéressé les gens, ont embarqué les fans avec leurs personnages, leurs histoires, leur palmarès, ou tout simplement par leur qualité athlétique, voire même tout à la fois. Aujourd'hui, on va rendre hommage à ces gars-là. Ces mecs dont tout le monde parle aujourd'hui, mais à qui il manque une ligne importante à leur palmarès, le fameux Royal Rumble Match. Bonjour à toutes et à tous, c'est Guy, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et comme vous l'avez compris compte tenu du titre et de cette introduction plutôt stylée, n'est-ce pas, allez de moi, nous allons parler de catcheurs absolument légendaires qui n'ont malheureusement jamais remporté le Royal Rumble, et qui pour la plupart l'auraient mérité. Nous allons revenir brièvement sur leur carrière en évoquant leur palmarès et certaines des grandes lignes de leur passage à la WWE. Et enfin, nous reviendrons sur leurs différentes participations au Royal Rumble. Bon alors, vous vous en doutez, il y a beaucoup de catcheurs légendaires qui n'ont pas gagné le Royal Rumble, voilà. J'avais fait déjà une présélection de certains catcheurs dont j'aurais pu parler, et dans cette myriade de noms magnifiques, j'en ai choisi 5, parce que sinon la vidéo aurait pris 2 heures. Mais il y a énormément d'autres catcheurs qui auraient pu avoir leur place, que vous pourrez me mentionner en commentaire, que j'évoquerai au bout d'un moment dans les mentions honorables, mais juste il y en avait beaucoup trop, donc à un moment faut faire des choix, c'est difficile, mais il faut faire des choix. Avant que nous commencions, je vous invite fortement à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous passez un bon moment, c'est très important pour le soutien. Surtout, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos de ce style et si vous voulez juste suivre les aventures du petit gay YouTube. Et n'hésitez pas également à donner votre avis en commentaire en ajoutant peut-être des informations que j'aurais oublié de dire. Puisqu'on va beaucoup parler, il va falloir quand même pas mal résumer, donc n'hésitez pas à ajouter les infos. Voilà. Et je pense qu'on va enfin pouvoir se lancer sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ces légendes qui n'ont jamais gagné le Royal Rumble, c'est parti! Le premier catcheur dont nous allons parler dans cette vidéo était l'une des grandes figures de la WWF dans les années 80 et le début des années 90, autrement dit la Golden Era. Lorsque l'on parle de cette période, la plupart des gens pensent forcément au Hulkster, Hulk Hogan, le héros américain, véritable icône du catch à cette époque, et encore aujourd'hui, malgré toutes les polémiques qui l'entourent, mais ça c'est un détail. Mais il y a également une chance que l'on mentionne une autre star de cette période, tantôt ami avec Hulk Hogan, tantôt l'un de ses plus grands rivaux. Je parle bien entendu de Macho Man Randy Savage, oui. Randy Savage, c'est quoi son palmarès? C'est pas trop mal. Il remporte son premier championnat de la WWF lors de WrestleMania 4 à l'issue du tournoi couronnant un nouveau champion de la WWF, titre rendu vacant pour je sais plus trop quelle raison. En fait, si le titre était vacant, c'est parce que André le Géant il avait battu Hulk Hogan et il allait donner le titre à Ted DiBiase, mais il y a un mec qui n'était pas d'accord, donc le titre a été rendu vacant. Et du coup, il a été mis en jeu dans le tournoi après. C'est justement Hulk Hogan qui lui ôtera le titre des mains l'année d'après à WrestleMania. C'est d'ailleurs Hogan qui remporte le Royal Rumble cette année-là. Et il remporte son deuxième championnat du monde contre Ric Flair lors de WrestleMania 8, mais on va revenir un petit peu plus en détail sur ça. Mais Randy Savage, c'est également un titre de champion intercontinental. Règne le plus long à l'époque avec 414 jours. Un record qui sera battu par le Honky Tonk Man peu de temps après. Et ce fameux record du Honky Tonk Man a été battu par Gunther avec son règne tout récent de 666 jours. Mais dans ce règne de champion intercontinental, Randy Savage c'est quand même un immense classique dont tout le monde parle encore aujourd'hui lors de WrestleMania 3 contre Ricky the Dragon Steamboat. Et c'est d'ailleurs le match où il perd le titre. Et il remporte également le tournoi du King of the Ring en 1987. Donc c'est quand même un palmarès loin d'être horrible quand tu sais qu'il y avait des Ultimate Warrior et Hulk Hogan à l'époque. Maintenant, ses participations au Royal Rumble. Il participe pour la première fois au Royal Rumble lors de la deuxième édition en 1989. Il entre en numéro 15 et effectue 2 éliminations en les personnes de Greg Valentine et Shawn Michaels. Bon, c'est pas le Shawn Michaels qu'on connaît aujourd'hui à l'époque, mais c'est quand même pas mal. Et il sera éliminé par Hulk Hogan après un peu plus de 12 minutes dans le match. Pour une première participation, c'est pas horrible. Bon, le truc c'est qu'à l'époque, il a quand même déjà un sacré statut. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est que tu veux, c'est Hulk Hogan quoi.
Cela dit, c'est pas Hulk Hogan qui remporte le Rumble cette année, puisque c'est Big John Studd, que tout le monde a oublié. En 1990, c'est un petit peu moins mémorable. Il rentre en numéro 5, élimine Jake Roberts et est sorti par Dusty Rhodes pas très longtemps après. Sans transition, on passe à l'édition 1991, qui est un cas un petit peu particulier. Pour la remise en contexte, lors de l'édition 1991 du Royal Rumble, l'Ultimate Warrior défend le championnat de la WWF contre le Sergeant Slaughter. L'Ultimate Warrior est quand même sur un sacré run, il a battu Hulk Hogan dans le main event du WrestleMania de l'année précédente et il est toujours champion. Et il se retrouve opposé au Sergeant Slaughter, un espèce de militant iraki. Oh, j'ai évité de dire une connerie, hein, donc on va se calmer. Mais voilà, lors du show du Royal Rumble 1991, il défend le titre contre le Sergeant Slaughter. Il se passe des trucs pendant le show avec Sherry, Sensational Sherry, Sherry Martel si vous préférez, qui provoque l'Ultimate Warrior dans la soirée. Macho Man, je me rappelle plus trop, j'ai pas tout compris à ce qui s'est passé, mais Macho Man il provoque Sensational Sherry, il provoque l'Ultimate Warrior, il provoque un peu tout le monde, j'ai l'impression. Enfin bref, pendant le match, Sherry Martel va intervenir pour provoquer l'Ultimate Warrior. Mais du coup, le Warrior ça lui plaît pas du tout. Donc il tente de porter un military press à Sensational Sherry. Ah oui, il perd pas de temps. Non mais Orton qui met des RKO à des femmes, c'est pas nouveau non plus. Hein. Le Warrior l'avait déjà fait avant. Mais alors que le Warrior s'apprête à porter le military press à Sensational Sherry, Randy Savage, dans la gimmick de Macho King à l'époque, intervient. Et le Warrior lui envoie Sherry Martel dans la gueule. Oui. Mais ça, Savage, il va pas kiffer du tout. Puisqu'il va tout simplement coûter le match à l'Ultimate Warrior en lui portant un coup de sceptre, permettant au Sergeant Slaughter de devenir champion de la WWF. Et après ça, Savage quitte l'arène. Et ne revient pas, alors qu'on l'attendait en numéro 18 lors du Royal Rumble match. Tout ça conduira donc dans un premier temps au match entre le Sergeant Slaughter et Hulk Hogan pour le championnat de la WWF à WrestleMania. Et bien entendu au fameux match entre l'Ultimate Warrior et Randy Savage. Bon, 1991, au final, il participe pas vraiment au Royal Rumble. Qu'est-ce que ça dit 1992? Et bah c'est peut-être là que Randy Savage va faire sa meilleure prestation sur le Royal Rumble. Ah, le fameux Royal Rumble 1992, qui est dans cette lignée des Royal Rumble qui ont marqué l'histoire, et également considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Pour la première fois de l'histoire, le titre suprême est en jeu puisqu'il a été rendu vacant dans des conditions un peu bizarres. Mais du coup, Randy Savage, dans tout ça, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il rentre en numéro 21, il élimine le colonel Mustafa, que vous connaissez plus sous le nom de The Iron Sheik, et il va également éliminer Jake Roberts. Encore. Il atteint le Final Four, donc le dernier carré avec les 4 derniers participants encore en lice, où il a en face de lui Ric Flair, Hulk Hogan et Psycho Sid. Bah Sid à l'époque c'était un projet chaud, hein, attention. Bon malheureusement la belle histoire est de courte durée puisqu'il sera éliminé par Psycho Sid, aidé de Ric Flair. Et sera donc éliminé en avant-dernier, bah, le premier des 4 derniers. 22 minutes de match, c'est pour l'instant de loin sa meilleure prestation, et je crois qu'il va pas faire beaucoup mieux malheureusement. C'est finalement Ric Flair qui remportera ce match, et du côté de Savage, bah, la fin de l'histoire n'est pas toute noire non plus. Puisque comme on l'a évoqué, il va aller affronter Ric Flair justement lors de WrestleMania 8 et remporter ce titre dans un match absolument exceptionnel. Donc un très bon Rumble 92 pour Macho Man Randy Savage. D'un point de vue statistique, c'est sa meilleure performance. Pourtant, c'est en 1993 qu'il passe le plus près de la victoire, puisqu'il se retrouve en grande finale face à Yokozuna après être entré en numéro 30. Bon, entré en 30 certes, mais il est quand même en finale. Et vous vous en doutez, si on parle de lui dans cette vidéo, c'est qu'il a pas gagné. Et le final fait beaucoup débat, hein, je peux comprendre. Randy Savage va parvenir à porter sa descente du coude qui était son finisher, et tenter le tomber. Oui, dans un Royal Rumble. Bon du coup déjà le move est discutable. Mais ce n'est pas tout, comme on dit, dans un final complètement capillotracté, Yokozuna, grâce à sa puissance, parvient à repousser Savage qui était en train de porter un tombé. Et Savage, projeté par la force incommensurable de Yokozuna, va s'éliminer. Voilà, il va être éliminé en passant par-dessus la 3ème corde. Un final très étrange, à l'image d'un Royal Rumble 93 particulier, et un sacré précurseur de ce qu'allait être la suite de l'année, et notamment ce fameux WrestleMania 9. Voilà, il passe pas loin, mais bon, drôle de finish. Sans transition, on parle de 1994 qui sera son tout dernier Royal Rumble. Et son apparition cette année-là est malheureusement pas très glorieuse. Il entre en numéro 11, il élimine Jeff Jarrett qui est rentré juste après lui, puis il se fait éliminer par Crush, que vous connaissez peut-être sous le nom de Bryan Adams. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Tu vois par exemple Bryan Adams, avec tout le respect, je pense pas qu'il aurait été dans cette vidéo. Ouais, 5 minutes de match pour Savage. Une prestation bien décevante pour un catcheur d'un tel niveau. Bon, si on dresse le bilan des participations de Randy Savage au Royal Rumble. 6 participations, 7 éliminations, 2 Final Four tout de même, dont une place de finaliste en 1993. Mais malheureusement pas la moindre victoire pour Macho Man Randy Savage. Il quitte la WWE un peu plus tard dans l'année 1994 pour rejoindre la WCW, qui est à l'époque la principale concurrente de la WWF, où il y restera quelques années jusqu'à sa chute. Il fera un petit passage chez TNA avant de prendre sa retraite en 2005. La fin de l'histoire est plutôt triste, il nous quitte tragiquement en mai 2011 et sera
sera intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2015. Une vraie légende de la WWE qui a marqué les esprits avec ce personnage si excentrique et un catch plutôt bon quand même. Un personnage comme on en a rarement vu et comme on n'a peut-être même plus vu du tout depuis. Un palmarès plutôt fourni, mais malheureusement pas de Royal Rumble pour Randy Savage. Et je pense qu'il avait amplement sa place dans cette vidéo, et on peut passer au nom suivant. Le prochain catcheur dont nous allons parler est une des grandes têtes de l'Attitude Era et de la Ruthless Aggression. Réputé pour sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1996 en lutte libre poids lourd, il s'en vantera pas mal durant une bonne partie de sa carrière à la WWE. Bien sûr, nous parlons de Kurt Angle, The Wrestling Machine. Le palmarès de Kurt Angle est... waouh, c'est quelque chose. Il débute à la WWF en 1999 lors des Survivor Series, et comme je viens de vous le dire, va se créer un palmarès absolument délirant en très peu de temps. Champion d'Europe, champion intercontinental, champion hardcore, champion par équipe, champion des États-Unis, vainqueur du King of the Ring en 2000, 6 fois champion du monde, des matchs légendaires face à Brock Lesnar, Shawn Michaels ou encore Eddie Guerrero, et tout ça entre 2000 et 2006. Kurt Angle a le CV dont n'importe quel catcheur pourrait rêver. Seulement voilà, il manque cette ligne qui ferait de ce CV le paroxysme de l'excellence, c'est le Royal Rumble. Alors Kurt Angle dans le Royal Rumble, qu'est-ce que ça nous a donné? Alors il participe à son premier Royal Rumble en 2002, sachant qu'en 2001, il défendait déjà le championnat de la WWF contre Triple H. Et oui, ce Rumble 2002 est particulièrement marqué par cette confrontation entre Stone Cold Steve Austin et Triple H, et notamment par cette élimination iconique du Hurricane par Triple H et Stone Cold Steve Austin. Kurt Angle entre en numéro 26, et va parvenir à atteindre la finale face à ce même Triple H. Après avoir éliminé Kane, détenteur du record d'élimination en un Rumble qu'il avait établi l'année précédente, et Stone Cold Steve Austin que je n'ai pas besoin de vous présenter. Bien qu'il ne gagne pas, on est quand même sur une très belle prestation quand même. En 2003, il est encore champion du monde, donc pas de Rumble pour lui. C'est cette fameuse année où il va affronter le vainqueur du Royal Rumble justement, Brock Lesnar, à WrestleMania dans un match totalement mémorable. Il revient cependant en 2004 où il entre en numéro 19. Il reste près de 30 minutes dans le match, il va éliminer uniquement Goldberg, bon c'est pas énorme mais grosse élimination quand même. Il atteindra le Final Four et sera éliminé par le Big Show en avant-dernier, le Big Show qui sera lui-même éliminé par l'ancien coéquipier de Kurt Angle dont nous tairons le nom. Bon il aura quand même un joli lot de consolation puisqu'il ira affronter Eddie Guerrero lors de WrestleMania 20 pour le championnat de la WWE. Qu'il ne gagnera pas, mais c'est quand même pas mal. Après 2 participations très remarquées, Kurt Angle revient l'année d'après en 2005 pour nous offrir une nouvelle performance digne de ce nom. C'est pas vrai, il est éliminé par Shawn Michaels au bout de 37 secondes. Bon, heureusement, on sait tous où ça a mené derrière. Le mythique match de WrestleMania 21 que je n'ai pas besoin de vous présenter, je pense. Mais bon voilà, ces 37 secondes marquent sa dernière participation au Royal Rumble. Jusqu'à son second run à la WWE entre 2017 et 2019. Il participe une toute dernière fois à cette Battle Royale légendaire en 2019 justement, où il entre en numéro 4 et sera sorti par Shinsuke Nakamura au bout de 3 minutes. Bon après, il n'était plus au même niveau, que ce soit in-ring, que ce soit au niveau de son momentum, il n'avait plus du tout le même rôle. Il n'était pas là pour performer et encore moins pour gagner, on était plus sur le Perk Angle des années 2000. Maintenant si on dresse le bilan, malgré un palmarès XXL pour Kurt Angle, on compte seulement 4 participations au Royal Rumble, dont 2 fois où il est passé très proche, une place de finaliste et un Final Four tout de même, avec des performances plutôt remarquées en 2002 et en 2004. On a vu qu'il a loupé quelques Royal Rumble parce qu'il était déjà champion du monde et qu'il n'avait pas besoin du coup de remporter le Royal Rumble. Mais bon voilà, ces 2 autres participations sont quand même relativement anecdotiques. Bon je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Kurt Angle avait amplement sa place dans cette vidéo. Maintenant, je pense qu'on peut passer au suivant. On passe à un autre très gros morceau, et là dans tous les sens du terme. Je pense que certains vont débattre sur sa présence dans cette vidéo, puisqu'il y a énormément d'autres catcheurs qui auraient pu mériter sa place à lui. Mais il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai choisi ce gars-là, un personnage iconique et un mec qui a tout simplement marqué l'histoire du Royal Rumble. S'il y avait un titre de Mr. Royal Rumble à décerner, c'est peut-être lui. Bon, il n'a pas gagné après le Royal Rumble, c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Bref, quand je vous parlais de gros morceaux, je ne rigolais pas, puisqu'on parle de The Big Red Machine, Kane. Et là aussi, le palmarès est éminent. 2 titres de champion du monde, une fois champion UCW, une fois champion hardcore, 2 fois champion intercontinental, vainqueur du Money in the Bank, 12 fois champion par équipe. Et il a même un titre 24/7.
Mais alors pourquoi Mr. Royal Rumble? Parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent mais pourquoi il met Kane en Mr. Royal Rumble? Je vais t'expliquer. Kane détient absolument tous les records du Royal Rumble. Détenteur du record incontesté d'élimination cumulé sur tous les Royal Rumble. Plus grand nombre de participations au Royal Rumble, 20. Donc là ça va être long. Et comme on l'a mentionné plus tôt, détenteur du plus grand nombre d'éliminations en un Royal Rumble. Record qui lui sera retiré par Roman Reigns en 2014, record qui sera lui-même battu par Brock Lesnar en 2020. Bon déjà Kane c'est un palmarès immense, vous venez de le voir, maintenant le Royal Rumble. Sa première participation remonte à 1996, alors qu'il était dans le rôle d'Isaac Yankem. Le dentiste, il n'était pas encore dans sa gimmick de Big Red Machine. Ah ouais, on est bien loin du Kane que tout le monde connaît. Cela dit, pour une première participation, il s'en sort pas trop mal. Il entre en numéro 27, il élimine Fatou, et il sera finalement éliminé par Shawn Michaels aux portes du Final Four. En soi, on a vu bien pire pour des premières participations au Royal Rumble. Mais bon, ça y est, fini de rigoler, on passe aux choses sérieuses. Le tout nouveau personnage de Kane débute lors de Bad Blood 1997, dans un moment absolument légendaire où il vient coûter la victoire à l'Undertaker, son prétendu frère, lors du tout premier Hell in a Cell match contre Shawn Michaels. Un match considéré comme culte encore aujourd'hui. Cette histoire avec l'Undertaker va bien entendu les conduire au mythique match de WrestleMania 14, les opposants. Et c'est en 1999 que le personnage de Kane va faire ses débuts dans le Royal Rumble. Et la première participation de Kane sous la forme de Kane est loin d'être dégueulasse. Il entre en numéro 18 et élimine le Road Dogg, le Godfather, Goldust et Kurgan. Ok. En moins d'une minute. Pas mal. Alors là, il est sur une incroyable lancée, mais qui peut arrêter le Big Red Monster? Bah peut-être des aides-soignants qui veulent l'envoyer en asile. Il va leur casser la gueule. Et bah après, il va s'éliminer tout seul, en voulant les chasser. Dac. Putain, c'est dommage, c'était bien parti là, mon bro. On passe à l'an 2000, l'an de l'Euro 2000 que la France a remporté, et le WrestleMania 2000 aussi, du coup. Mais surtout, on va parler du Royal Rumble 2000, c'est ça qui nous intéresse. Kane entre en numéro 28, une place relativement avantageuse. Il effectue 3 éliminations avant d'être éliminé par son ancien coéquipier et grand rival du moment, X-Pac. Bon, ça reste une performance honorable, mais à des années-lumière de ce que Kane allait proposer l'année d'après en 2001. Le Royal Rumble 2001, considéré par énormément de gens par le plus grand de tous les temps. Et à juste titre. Star Power à tous les niveaux, du bon catch, du catch hardcore, une confrontation absolument inoubliable entre les deux grandes stars de l'Attitude Era, et un Kane tout simplement impérial. Il entre en numéro 6 alors que ce bon vieux Drew Carey, et oui Drew Carey, l'attend dans le ring. Bon, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu, mais si ce n'est pas le cas, je vous redirige vers la vidéo de Sturie sur le Royal Rumble 2001, pour que vous ayez absolument tout le contexte de tout ça. Bon, Drew Carey, il a peur, il essaie de négocier, mais il s'enfuit. Voilà, c'est pas la peine, trop dangereux. Et là, c'est parti, la Big Red Machine est en marche. Grandmaster Sexay, Steve Blackman, Al Snow, Raven, Perry Saturn, le Honky Tonk Man, Taz, Scotty Tuoti, ils y passent tous, tout le monde y a droit. Kane est à 10 éliminations, soit un tiers des participants du match. Et tout ça l'emmène au Final Four face à Billy Gunn, The Rock et Stone Cold Steve Austin. Bon, entre temps, tu te doutes bien qu'il s'est passé des trucs, mais comme je t'ai dit, on doit résumer, il faut être concis. Austin sort Billy Gunn dans un premier temps. Il ne reste donc que The Rock, Stone Cold Steve Austin et notre bon vieux Kane. Et Kane va s'offrir une 11e et dernière élimination, et non des moindres puisqu'il va éliminer The Rock. Avant d'échouer face à Stone Cold Steve Austin qui va s'offrir son 3e Royal Rumble. 53 minutes et 46 secondes, 11 éliminations, c'est indiscutablement l'une des plus grandes performances de l'histoire de la WWE. Ce soir-là, Kane a définitivement marqué l'histoire, mais malheureusement, il échoue à une marche de la victoire. Bon, il va quand même aller chercher le championnat hardcore à WrestleMania, ce qui est pas si mal. Mais maintenant, si on retourne au Royal Rumble, faut dire que la suite n'est pas si rose que ça, quoi. Bon, va falloir s'accrocher, ça va être assez rapide, là, du coup. Alors, en 2002, éliminé au bout d'une minute par Kurt Angle, malgré une élimination en la personne du Big Show. C'est pas si mal. Il ressort un peu la tête de l'eau en 2003, où il élimine A-Train, Rousey, le frère de Roman Reigns, et Rob Van Dam. C'est pas mal. Avant d'être éliminé à son tour par l'Undertaker. Il tient quand même 20 minutes dans le match et s'offre une belle 3e place, ce qui est loin d'être dégueulasse. Bon, on passe à 2004, probablement la pire prestation de sa carrière. Entré en numéro 12, éliminé par Booker T après 1 minute 30 et s'en va. Ouais. 2005, on remonte un petit peu la pente. 4 minutes de match où il élimine Mark Jindrak. J'ai pas la ref. Mais il sera sorti par John Cena peu de temps après. 2006, on élimine Bobby Lashley, on se fait sortir par Papa H au bout de 3 minutes. 2007, 3 éliminations et 13 minutes de match, c'est beaucoup mieux. 2008, 3 éliminations et Kane atteint le Final Four en plus de ça, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, malheureusement éliminé par Batista et Triple H. Fallait s'y attendre. Mais c'est de mieux en mieux, la renaissance de The Big Red Monster. 2009, encore 3 éliminations, on fait grimper le compteur mais Legacy vient tout niquer.
Toujours pas de victoire pour Kane, est-ce qu'il va y arriver un moment? 2010, une élimination et Triple H passé par là, encore une fois, décidément. 2011, 1 minute 36, on élimine Ezekiel Jackson et on se fait sortir par Rey Mysterio. On est vraiment sur la pente descendante pour Kane là en ce moment. Bon, pas là en 2012, en même temps il avait bien enchaîné, faut bien prendre un peu de repos. Mais il est de retour en 2013, et oui. Il élimine le Great Khali et éliminera Daniel Bryan qui venait de l'éliminer juste avant. Donc oui, c'est juste, il était déjà éliminé. Il était déjà éliminé mais il s'est offert une élimination plus. Je sais pas si elle compte celle-là. Donc 2 éliminations et 1 minute 30 pour Kane. 2014, il nous refait un peu la même, il est éliminé par CM Punk en moins d'1 minute. Et il élimine ce dernier parce qu'il avait le son. Pour l'anecdote, ce Royal Rumble représente la dernière apparition de CM Punk à la WWE avant son retour tonitruant lors des Survivor Series en 2023. Bon là ça y est, on arrive en 2015 et pour l'instant le bilan a été désastreux pour Kane. Hein. Ah on n'a pas retrouvé le Kane de 2001. Hein. Mais bon, chaque année on continue de faire grimper le compteur. Hein. Mais bon voilà, on arrive en 2015 et au grand désarroi des fans, il va faire une plutôt bonne performance sur le plan personnel. Dans le très controversé Royal Rumble 2015. Il va éliminer 4 personnes, et non pas des moindres, Ryback, Dolph Ziggler, Dean Ambrose, qui était quand même relativement over à l'époque, et Bray Wyatt, qui était sur une super prestation dans ce Royal Rumble. Il va rester quand même quelques temps dans le match, 4 éliminations, ce qui est plutôt pas dégueu, mais voilà, une guerre d'ego avec son soi-disant coéquipier, le Big Show, qui va lui coûter le match et sera éliminé par Roman Reigns à la fin. Roman Reigns qui remportera ce match, et ça, vous connaissez déjà l'histoire. On passe à 2016 où il s'offre une petite élimination et sera sorti par Braun Strowman, 20 minutes quand même, c'est pas si mal. 2017, il est pas là. Il est juste pas là. 2018, c'est particulier, il ne participe pas au Royal Rumble, mais figurez-vous qu'il se retrouve dans un triple menace où Brock Lesnar défend le championnat universel contre Kane donc, et Braun Strowman. Pourquoi pas, quand les gens attendaient juste Braun Strowman, mais bon, que veux-tu. Bon là on arrive dans une période où Kane n'est quasiment plus à la WWE, et il faut attendre le Royal Rumble 2021 pour le revoir à l'œuvre. À 53 ans. Il va s'offrir 2 petites éliminations en plus pour faire grimper son compteur en les personnes de Ricochet et Dolph Ziggler avant d'être éliminé par Damien Priest après moins de 2 minutes de match. Cela dit, il y aura quand même un petit moment émouvant où on va retrouver Daniel Bryan et Kane, la team Hell No réunie. Et ça marque la dernière participation de Kane dans le Royal Rumble et il me semble d'ailleurs son dernier match à la WWE. Bon, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que c'était sport là. Bon, si Kane n'a jamais remporté le Royal Rumble, il est indéniable qu'il a marqué ce match de son empreinte. Comme on les a cités, les records de participation et d'élimination cumulés. Mais bon, dans tout ça, on va quand même avant tout retenir le Royal Rumble 2001 où il a réalisé une performance absolument exceptionnelle. On peut éventuellement citer le Royal Rumble 2008 où il atteint le Final Four tout de même. Mais malgré tout ça, malgré une longévité assez exceptionnelle à la WWE, malgré un palmarès incroyable, ah oui, pas de Royal Rumble non plus pour Kane. C'est peut-être celui qui fera le plus débat dans cette liste, mais compte tenu de ses records et de cette prestation en 2001, je pense que Kane avait quand même sa place dans cette vidéo. Et voilà, ça restera au goût de chacun. Pour moi, il avait sa place et on va passer au nom suivant. On passe à un catcheur qui a marqué sa génération et qui continue de marquer des générations actuellement. Alors pour certaines raisons un peu obscures, c'est vrai. Un homme qui a marqué la WWE grâce à son catch hors du commun. Des storylines qui ont laissé d'impérissables souvenirs aux fans de l'Attitude Era, de la génération Catch Attack ou même de la PG Era. Un homme au palmarès absolument démentiel. Je parle bien entendu de Y2J Chris Jericho. Il débute à la WWE lors du premier épisode de SmackDown le 29 avril 1999 et très vite il va remporter le championnat intercontinental en décembre cette même année des mains de Chyna. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Chyna c'était l'une des pionnières du catch féminin à la WWE et elle catchait principalement contre des hommes. Et ce championnat intercontinental, Chris Jericho va le remporter 9 fois. Un record toujours invaincu. On a quand même le Miz qui est à 8 titres de champion intercontinental. On sait jamais, hein, peut-être. Mais bon voilà, Chris Jericho, on ne peut pas le résumer uniquement au championnat intercontinental. Chris Jericho, c'est un run de champion européen, c'est un championnat hardcore, 2 championnats des États-Unis, 5 championnats par équipe et 6 championnats du monde. Et bien sûr des storylines dont beaucoup se souviennent comme parmi les meilleurs proposés par WWE. Comme on l'a dit, un niveau in-ring exceptionnel, des matchs légendaires contre l'autre Chris, contre Kurt Angle, contre CM Punk. On a eu son incroyable association avec Kevin Owens en fin 2016 et début 2017. Et surtout l'inoubliable rivalité avec Shawn Michaels. Et on peut également ajouter qu'il est à l'origine d'un match que vous connaissez très bien aujourd'hui, le Money in the Bank Ladder Match, qu'il n'a jamais remporté non plus d'ailleurs. Bon oui, Chris Jericho, au cas où vous ne le connaissiez pas, je pense que vous avez bien compris que c'est un des grands noms de cette discipline. Un palmarès hallucinant, une longévité dont très peu peuvent se vanter, mais bah oui, encore une fois, il manque le Royal Rumble. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. 10 participations, et on va revenir dessus. La première apparition de Chris Jericho dans le Royal Rumble remonte à 2000. Le Rumble remporté par The Rock. Il était encore au début de sa carrière à la WWF, mais bénéficiait déjà d'un push assez conséquent. Mais malgré tout ça, sa performance reste assez anecdotique. Une élimination, Bob Backlund quand même, 50 ans, et sera éliminé par sa rivale du moment, Chyna. 3 minutes 47, peut mieux faire.
En 2001, il n'est pas dans le Royal Rumble puisqu'il est confronté à l'autre Chris, encore une fois dans un légendaire match de l'échelle pour le championnat intercontinental. Il revient en 2003 pour une participation bien plus remarquable. Il élimine 6 participants. Shawn Michaels qui était entré en numéro 1, donc il élimine très vite. Il élimine Rey Mysterio, Tommy Dreamer qui est une légende de la ECW, Tajiri, Edge et Christian qui ont Edge et Christian déjà un palmarès assez fou en équipe. Donc oui, c'est pas des petits noms. Il restera quand même 39 minutes dans ce match avant que Test le coupe dans son élan, en plein milieu de match. Cela dit, une prestation tout à fait notable, notamment compte tenu des noms qu'il a éliminés lors de ce match, et en plus de ça, 39 minutes dans le match. C'est pas anodin. Mais cela dit, à ce moment-là, il y a déjà des titres de champion du monde, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et c'est cette année-là qu'il affrontera Shawn Michaels lors de WrestleMania. Mais l'une des années où il a été le plus proche de l'emporter, c'est certainement l'année 2004. Il entre en numéro 25, il va éliminer Christian, encore un Chris là. Ce sera sa seule élimination, mais ça suffit pour atteindre le Final Four, où il sera sorti par le Big Show. Mais bon, on a déjà parlé un peu de ce Royal Rumble un peu plus tôt quand on a évoqué Kurt Angle. Ça se rapproche pour Chris Jericho, mais c'est toujours pas la bonne. Bon allez, il va se passer une certaine période où Chris Jericho ne participera pas au Royal Rumble match. Il faut attendre 2009 avant de l'y revoir. Il entre en numéro 11, va s'offrir une petite élimination, Rob Van Dam, petite élimination, et rester 37 minutes dans le match quand même. On va voir que Chris Jericho c'est un mec qui aime rester longtemps dans les Royal Rumble. Il est pas à son premier coup d'essai et ça va se répéter. Il sera finalement évincé par l'Undertaker, pas si loin du Final Four. Il a bien tenu quand même, mais toujours pas de victoire. 2010 c'est plutôt oubliable, il entre en 28 et sera éliminé par Edge après 2 minutes. Bon, sa performance au Royal Rumble est oubliable, mais le reste de son année ne l'est pas nécessairement. Puisque dans la foulée, il va devenir champion du monde et affronter Edge, le vainqueur du Royal Rumble, lors de WrestleMania, où il va conserver son championnat du monde. Il loupe le Royal Rumble en 2011 et revient en 2012. Et c'est là qu'il fera son meilleur classement. Il entre en numéro 29. Bon, certes, c'est plus facile. Il va tout de même éliminer David Otunga et Randy Orton. Éliminer une telle star déjà à l'époque et ensuite éliminer Randy Orton, c'est quand même pas si mal. Il se retrouve en finale face au Celtic Warrior Sheamus, mais va finalement échouer face à celui-ci qui remportera le Royal Rumble. Au final, quand on regarde la route de WrestleMania, c'est peut-être plutôt Chris Jericho qui a eu le traitement d'un vainqueur du Royal Rumble. Sa storyline avec CM Punk était clairement plus prenante, et le match également d'ailleurs, puisque Sheamus va battre Daniel Bryan pour le championnat du monde en 18 secondes, et Chris Jericho ira affronter CM Punk pour le championnat de la WWE. C'est pas si mal. Bon, il gagne pas le titre, mais c'est pas si mal. Quelques mois s'écoulent et Chris Jericho va quitter la WWE pendant quelques temps après avoir perdu un match contre Dolph Ziggler où son contrat était en jeu le lendemain de SummerSlam. Parce qu'il était en rivalité avec Dolph Ziggler, enfin bref, voilà. Et il effectuera son retour le 27 janvier 2013 au Royal Rumble. Tiens donc. Il entre en numéro 2 alors que son ancien rival Dolph Ziggler l'attend dans le ring. Alors Y2J dans le Royal Rumble 2013, c'est 2 éliminations. Brodus Clay et Drew McIntyre. Ah, c'est clairement pas le Drew McIntyre qu'on connaît aujourd'hui, hein, donc ça brille pas plus que ça. Et c'est finalement Dolph Ziggler, son ancien rival, qui le prive de WrestleMania et d'une place dans le Final Four. Après tout de même presque 1 heure dans le match. Donc malgré tout une sacrée performance pour Chris Jericho. Mais toujours pas de victoire. Il revient dans le Royal Rumble en 2016 pour nous gratifier d'une nouvelle grande performance dont lui seul a le secret. Le Royal Rumble 2016, pour la 2e fois de l'histoire, le championnat de la WWE est mis en jeu. Mais cette fois il n'est pas vacant puisqu'il est détenu par Roman Reigns. Il est dans sa rivalité avec l'autorité Triple H. Bon, l'histoire était particulière, voilà. Mais si Rollins n'avait pas été blessé, on n'en serait pas là peut-être. Bon, Chris Jericho, il entre en numéro 6, il élimine Kofi Kingston, et ce sera tout. D'ailleurs. Mais il reste quand même 50 minutes dans le match, encore une fois une très grosse performance. Décidément il aime bien le Royal Rumble. Et il sera éliminé par ce bon vieux Dean Ambrose, encore une fois aux portes du Final Four. Royal Rumble qui je pense aurait mérité un Dean Ambrose en tant que vainqueur, pas Triple H. Mais bon, ça c'est un autre débat. La suite de l'année 2016 pour Chris Jericho, c'est comme une victoire contre AJ Styles qui vient d'arriver à la WWE dans ce même Royal Rumble, lors de WrestleMania. Et le controversé Ambrose Asylum match à Extreme Rules, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune parce que j'avais le DVD d'Extreme Rules et moi j'aimais bien, mais c'est vrai que c'était bizarre. Mais là du coup on se dit que c'est quand même pas mal, il peut pas faire beaucoup plus Chris Jericho. C'est mal connaître Y2J. 2017, il entre une nouvelle fois en numéro 2 pour confronter Big Cass. Oui, Big Cass. Et je crois que Big Cass était un peu over à l'époque avec Enzo Amore. Il élimine Cesaro et Sheamus qui était en équipe à l'époque, c'était plutôt stylé The Bar d'ailleurs, moi j'aimais bien. Il arrive dans le Final Four face à Randy Orton, Bray Wyatt et Roman Reigns. À ce moment-là, Chris Jericho il est quand même dans un autre prime, parce qu'il en a eu plusieurs des primes, mais là il est quand même à un sacré niveau encore. Pour rappel, il est dans sa belle association avec Kevin Owens, il est champion US, un champion des États-Unis, titre qu'il a pris des mains de Roman Reigns. Roman Reigns qui est en rivalité avec Chris Jericho et Kevin Owens. Bon bref, il est dans le Final Four, il fait plus d'1 heure dans le match, il dure encore très longtemps. Il est imbutable. Mais bon voilà, on va peut-être pas abuser, on va pas faire gagner le Royal Rumble au champion des États-Unis. Donc Roman Reigns le dégage d'un Superman Punch. Et c'est terrible parce que quand on y repense, ça aurait été incroyable que Chris Jericho remporte ce Royal Rumble pour aller affronter Kevin Owens dans la continuité de leur superbe histoire qui était racontée jusqu'à maintenant. Bon, la suite de l'histoire voudra que c'est Randy Orton qui gagnera le Royal Rumble, qui affrontera
Bray Wyatt qui remportera le championnat de la WWE entre temps à Elimination Chamber. Kevin Owens perdra le titre universel des mains de Goldberg, décision qui a fait beaucoup de débats, on va pas se mentir. Et finalement Chris Jericho ira perdre le championnat des États-Unis contre Kevin Owens à WrestleMania 33. Mais bon voilà, ce Royal Rumble 2017, excellente prestation de Chris Jericho, mais ça marque sa dernière participation au Royal Rumble. Comment ça, c'est pas la dernière? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Ou alors, comment ça, c'est pas sa dernière apparition au Royal Rumble? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on en parle? Eh ben, il se trouve qu'il y a un pays accessoirement réputé pour son industrie pétrolière, ce qui veut dire beaucoup d'argent, a signé un contrat de 10 ans pour avoir 2 Premium Live Events de la WWE sur son territoire. Oui, c'est l'Arabie Saoudite. Et quel était le premier Premium Live Event en Arabie Saoudite? Le Greatest Royal Rumble. Le très mémorable Greatest Royal Rumble. Un show qui a vu un énième Triple H contre John Cena, quand on n'en voulait plus. La revanche de WrestleMania 34 entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura, qui finit en double décompte à l'extérieur. Mais aussi le fameux casquette match entre l'Undertaker et Rusev. Me dites pas que vous aviez oublié ce match quand même. Mais aussi et surtout, le Greatest Royal Rumble. Un Royal Rumble à 50 participants. Le plus grand Royal Rumble de tous les temps. 50 superstars qui allaient s'affronter pour gagner une espèce de ceinture. Une ceinture commémorative relativement bancale. Mais Chris Jericho dans tout ça, il est entré en numéro 50. Il y a Kevin Owens qui l'attendait dans le ring, donc on a eu le bon rappel à leur storyline de l'an passé. Bon, ils vont s'affronter, ils vont se confronter, il va porter son Walls of Jericho, tous ses trademarks, et puis ils vont même pas s'éliminer, il y en a aucun des deux qui va s'éliminer. Chris Jericho va éliminer Shelton Benjamin, histoire 2, et il se fait sortir par un Braun Strowman qui va remporter le match. Et c'est son dernier match à la WWE. Et oui. Voilà comment on conclut la carrière d'une légende à la WWE. Bon, je pense que vous connaissez la suite pour Chris Jericho. All Elite Wrestling, des matchs de fifou, des storylines de zinzin avec des adversaires de rêve. Une histoire assez sombre avec je ne sais plus qui, je suis vraiment navré. Et puis voilà. Mais bon voilà, si on oublie ces histoires un peu sombres et ce Greatest Royal Rumble, Chris Jericho, même hormis le Royal Rumble, Chris Jericho est une légende incontestée de la WWE. Comme je l'ai dit, des storylines marquantes et des participations au Royal Rumble plutôt mémorables. Mais pas de victoire, il manque ça à son palmarès. Et je pense que très peu vont débattre sur la présence de Chris Jericho dans cette vidéo. Bon, on va se faire les mentions honorables avant de passer au dernier cas de la vidéo. Alors il y a énormément de monde, comme je le disais, que j'aurais pu citer dans cette vidéo. J'ai pensé à l'Ultimate Warrior, on aurait pu penser éventuellement à Bray Wyatt, même si il n'a pas eu le même palmarès que les noms qu'on a cités dans cette vidéo. Mick Foley, Eddie Guerrero, peut-être même Razor Ramon, Diesel, peut-être Dolph Ziggler pour les plus fous d'entre nous. Andre the Giant, mais il n'a pas participé à beaucoup de Royal Rumble. Jeff Hardy peut-être aussi. J'aurais pu mentionner aussi toutes les femmes qui n'ont pas connu le Royal Rumble féminin. Des Trish Stratus, des Lita, des AJ Lee. J'aurais pu parler peut-être des Styles, mais AJ Styles il est encore actif donc ça comptait pas pour moi. Voilà, énormément de monde, n'hésitez pas à me donner d'autres noms qui auraient pu mériter cette place ou au moins qui auraient mérité d'être mentionnés. Je pense qu'on va pouvoir passer au dernier cas de la vidéo et qui est le cas peut-être le plus clivant si je puis dire. On est parti. Oh oui, c'est un sacré cas. Un cas qui fait grincer les dents de bon nombre de fans de catch. Daniel Bryan, que vous connaissez certainement sous le nom de Bryan Danielson chez All Elite Wrestling aujourd'hui. Et pas que All Elite Wrestling, sur le circuit indépendant aussi, avant et après son passage à la WWE. Mais on va l'appeler Daniel Bryan, puisque c'était son nom à la WWE. On a quand même un très bon palmarès à la WWE pour Daniel Bryan. Une fois champion des États-Unis, une fois champion intercontinental, 2 fois champion par équipe avec Kane et Eric Rowan, 4 fois champion du monde et vainqueur du Money in the Bank en 2011. Il a quand même un sacré palmarès, le Daniel Bryan. Il débute à la WWE en 2010 du côté d'NXT. À ce moment, c'est déjà une star du catch, il l'a prouvé sur le circuit indépendant. Tous les fans de catch un peu assidus savent qui est Daniel Bryan au moment où il arrive à la WWE. Mais voilà, vu qu'il fait partie d'NXT, il rejoint nécessairement la Nexus, qui était un clan composé de catcheurs d'NXT qui voulait prendre le contrôle de la WWE. Les fans de la génération Catch Attack s'en souviennent certainement. Bon, maintenant, Daniel Bryan dans le Royal Rumble, c'est ça qui nous intéresse avant tout. Il apparaît pour la première fois lors du Royal Rumble 2011, le très grand Royal Rumble à 40 participants, je rigole. Il entre en numéro 2 pour commencer le match face à CM Punk. Il tient 20 minutes et élimine Justin Gabriel et Zack Ryder, avant que CM Punk, avec qui il avait débuté le match, mette fin à ses espoirs. Une première prestation qui est loin d'être terrible, on va pas se mentir. En 2012, il n'est pas dans le Rumble match puisqu'il défend le championnat du monde poids lourd de la WWE contre le Big Show et Mark Henry dans un Steel Cage match. Titre qu'il avait remporté grâce à la mallette Money in the Bank en encaissant sur le Big Show qui venait de battre Mark Henry lors de TLC 2011. On passe à l'année 2013 donc où il revient dans le Royal Rumble. Et on l'a déjà évoqué tout à l'heure, il élimine The Great Khali avec l'aide de Kane. Mais comme vous le savez, du coup c'est Daniel Bryan qui va éliminer Kane. Mais bon voilà, Kane va l'éliminer après parce qu'il était pas content. 8 minutes de match, prestation
médiocre au plus, mais pourtant l'année 2013 de Daniel Bryan allait être riche en rebondissements. Lors de SummerSlam, il affronte John Cena pour le championnat de la WWE avec Triple H en guise d'arbitre spécial. Il parvient à vaincre The Champ pour devenir le champion de la WWE, mais alors qu'il célèbre sa victoire, Randy Orton en qualité de vainqueur du Money in the Bank Ladder Match arrive pour potentiellement encaisser sa mallette. Triple H se retourne contre Daniel Bryan, lui porte le pedigree permettant à Randy Orton de cash in la mallette et de devenir le nouveau champion de la WWE. Déjà que l'histoire de Daniel Bryan à la WWE était un peu compliquée et un peu frustrante pour les fans, on constate que l'autorité et les éléments sont contre Daniel Bryan, mais ça ne s'arrête pas là. Daniel Bryan a sa revanche contre Randy Orton lors de Night of Champions la même année et parvient à battre Randy Orton pour le championnat de la WWE. Mais le lendemain à Raw, alors que Daniel Bryan célèbre sa victoire avec le public qui est en joie, Daniel Bryan est champion, trop bien quoi. Triple H arrive pour tout saboter. Il appelle l'arbitre du match de la veille et lui dit « Mec, t'as compté trop vite, c'est pas ton compte normal, est-ce que t'es pas de mèche avec Daniel Bryan ?» Triple H insinue que Daniel Bryan est à l'issue de ce compte rapide qui a permis à Daniel Bryan de remporter le match et le titre par conséquent, et Triple H se voit dans l'obligation de retirer le titre à Daniel Bryan. L'autorité en a clairement après Daniel Bryan, on sait pas vraiment pourquoi, parce qu'il est trop petit, parce qu'ils vendent pas les t-shirts, ils vendent pas des trucs, ouais voilà. Mais à partir de là, le Yes Movement s'intensifie et devient plus qu'un mouvement, c'est une campagne électorale. Le public veut voir Daniel Bryan au sommet de la chaîne alimentaire. Et forcément après tout ça, les fans attendent impatiemment le Royal Rumble 2014, où Daniel Bryan pourra se faire justice lui-même. Et nous y sommes, Royal Rumble 2014, Daniel Bryan est le grandissime favori de ce match. Ce Royal Rumble est notamment marqué par les présences de JBL, de Kevin Nash, le retour de Batista, ou encore de la grande performance de Roman Reigns qui bat le record d'élimination établi par Kane en 2001, avec 12 éliminations. Enfin cela dit, ce Rumble n'est pas reconnu comme une véritable réussite. Pour moult raisons. La principale raison, c'est Daniel Bryan. Batista fait son retour en 28. Biggie arrive en 29. Il ne reste plus qu'un dernier participant, le numéro 30. Le public scande yes, yes, yes dans tous les sens. Le public est en transe. Il a bien compris, le numéro 30 va électriser la salle. Et je parle pas de The Rock. Le décompte de 10 secondes commence. Le public se lève, prêt à acclamer son héros du plus fort qu'il le puisse. 3, 2, 1. Le décompte arrive à 0. Et c'est Rey Mysterio qui entre. Daniel Bryan n'est pas là. Le public est consterné. Rey Mysterio est hué par le public. C'est très rare pour être souligné. Le Final Four est composé de CM Punk, Sheamus, Roman Reigns et Batista. Et pas Daniel Bryan. C'est finalement Batista qui remporte cette édition du Royal Rumble sous une réaction très hostile de la part du public. Alors que tout le monde le voyait gagner ce match, Daniel Bryan n'était même pas là. Bon, sans transition, vous connaissez la suite de l'histoire qui va être tout simplement magnifique. Une des plus belles storylines jamais écrites par WWE. Daniel Bryan se retrouve dans l'opener de WrestleMania face à Triple H. Le vainqueur du match intégrera le main event où Randy Orton défendra le titre contre le vainqueur de ce match et Batista, le vainqueur du Royal Rumble. Et bien sûr, vous connaissez la suite. Daniel Bryan se défait de Triple H, intègre le main event, parvient à faire abandonner Batista dans le Yes Lock. Le miracle de Bourbon Street. Daniel Bryan est champion du monde. Il est sur le toit de la planète. La consécration pour un homme qui a tout donné pour arriver là. La suite, elle, n'est pas si heureuse. Il défend le titre une première fois contre son ancien coéquipier de la team Hell No, Kane, lors d'Extreme Rules. Mais le 12 mai, il annonce être atteint d'une blessure au cou et qu'il doit être opéré. Et le 9 juin, il est contraint d'abandonner le titre et de s'absenter un long moment. C'est terrible. Tous les éléments sont contre Daniel Bryan. Et là, ce n'est même plus que de l'ordre du kayfabe. Vraiment, la vie est injuste pour Daniel Bryan. Mais du coup, on va passer à 2015. Et là, 2015, c'est le moment pour lui de prendre sa revanche, de récupérer le titre qu'il n'a jamais perdu. Et oui, le Royal Rumble 2015, le sacré Royal Rumble 2015. Hein. Encore une fois, oui, Daniel Bryan est le grand favori. Tout le monde veut le voir affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Il entre en numéro 10 alors qu'un certain Bray Wyatt domine totalement ce match. Le public est heureux quand il arrive. Il élimine Tyson Kidd après avoir une bonne séquence avec lui. Le public est déjà dans le train, on n'est même pas à la moitié du match. Il va aller chercher Lesnar, c'est sûr. Il reste 10 minutes dans le match et Bray Wyatt l'élimine. Alors Bray Wyatt était sur une super performance dans ce Royal Rumble, indéniable. Mais le public est abattu. Là, ça y est, le Royal Rumble est saboté à partir de là. Et la fin de match, en plus de ça, est terrible. Hein, on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec le Big Show, Kane, Dean Ambrose, Roman Reigns et Rusev qui s'était planqué. On a cru à Rusev, hein, les gens ont cru à Rusev. Roman Reigns l'emporte sous une grosse bronca parce que le public voulait Daniel Bryan. La présence de The Rock à la fin n'y changera rien. Cela dit, Roman Reigns remettra sa place dans le main event en jeu lors de Fastlane contre ce même Daniel Bryan dans un match qui était très bon. Roman Reigns remporte tout de même ce match et ira affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Daniel Bryan aura un petit lot de consolation plutôt sympa en remportant le ladder match pour le championnat intercontinental. Mais voilà, ce Royal Rumble 2015, en plus du 2014, reste des souvenirs très amers pour les fans de catch. Mais bon voilà, la suite est belle, Daniel Bryan est champion intercontinental. Bah non, ça aurait été trop beau. Il n'aura l'occasion de défendre le titre qu'une seule fois face à Dolph Ziggler.
avant que le 11 mai, plus ou moins à la même période que lorsqu'il avait dû rendre le titre vacant l'année précédente, il annonce être atteint d'une commotion cérébrale et doit abandonner le titre. Décidément, le ciel lui tombe sur la tête. Plusieurs mois après ça, il annonce la fin de sa carrière en tant que catcheur. Il devient le manager général de SmackDown. Bon, c'était sympathique, hein. En plus c'était l'époque de SmackDown Live, c'était vraiment divertissant. Mais bon voilà, après presque 2 ans en tant que figure d'autorité, Daniel Bryan annonce être enfin cleared pour catcher à nouveau. Il fera son retour in-ring à WrestleMania 34 en équipe avec Shane McMahon contre Sami Zayn et Kevin Owens. Mais il faut attendre 2021, comme pour Kane d'ailleurs, pour le revoir dans le Royal Rumble match. Entre temps, il deviendra quand même champion de la WWE avec ce superbe run en tant que heel en mettant fin au superbe règne d'AJ Styles, menant à la Coffee Mania à WrestleMania 35, c'était super. Mais du coup, le Royal Rumble 2021, à ce moment-là, il est considéré comme un potentiel favori pour le match, limite si ce n'est pas le grand favori aux côtés de Edge, pour aller challenger un certain Roman Reigns. Encore. Il entre en numéro 17, on a le droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la réunion de la team Hell No. Mais cela dit, il n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce Royal Rumble. Il va seulement aider Biggie, Matt Riddle et Christian. Oui, Christian il était revenu ce soir-là. Bah, c'était un petit coucou d'adieu parce qu'il est allé chez All Elite Wrestling après. Mais bon voilà, il a aidé tous ces gars-là à éliminer Bobby Lashley. Et bah, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire en fait. Malgré ses 29 minutes de match, il sera éliminé finalement par Seth Rollins aux portes du Final Four là aussi. Et c'est finalement Edge qui remporte ce Royal Rumble. Bon, on va reprendre la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après pour Daniel ? Il va tout de même avoir sa revanche lors de Fastlane avec Edge comme Special Enforcer. Et finalement Edge va péter un câble et il va attaquer tout le monde après qu'il y a eu un énième ref bump. Donc Edge était devenu arbitre et puis il a pris le relais. Et tout ça va nous mener aux triple menaces tant réputées de WrestleMania 37 entre Daniel Bryan, Edge et Roman Reigns pour le championnat universel, que Roman Reigns va remporter, vous le savez très bien. Il va avoir une ultime chance pour le championnat de Roman Reigns lors du SmackDown du 30 avril. Il s'incline, bien entendu, hein, vous connaissez la suite de l'histoire, et cela marque son tout dernier match à la WWE. Il fait ses débuts chez All Elite Wrestling le 5 septembre de la même année, et Daniel Bryan, bah oui, une sacrée carrière à la WWE, impliqué dans la plus belle storyline peut-être jamais écrite. Et voilà, maintenant si on dresse le bilan, Daniel Bryan c'est quand même une sacrée carrière à la WWE. Malgré toute cette malchance si cruelle pour lui, il y en a très peu des catcheurs qui ont su fédérer les fans de la WWE comme Daniel Bryan l'a fait. Malheureusement, il n'aura jamais remporté le Royal Rumble alors que plusieurs fois il a été le favori pour le remporter. Une certaine injustice qui a frappé Daniel Bryan à la WWE, mais pourtant je pense que c'est un mec que personne ne pourra oublier. Et je pense qu'il est indéniablement légitime à avoir été mentionné dans cette vidéo. Voilà, c'était une idée de vidéo qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. J'avais envie de parler de ces gars-là qui ont marqué la WWE mais qui n'ont pas pu remporter le Royal Rumble, qui est l'un des gros accomplissements qui contribuent à la légende d'un catcheur en général. C'est des gars qui auraient peut-être mérité un Royal Rumble, c'est des gars en tout cas qui ont marqué l'histoire de la WWE, comme je l'ai dit maintes et maintes fois dans cette vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un max de pouces bleus, abonnez-vous en masse, donnez votre avis à balle en commentaire, rajoutez peut-être les infos qu'on aurait pu oublier si j'ai dit des erreurs. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Game. Arrivederci.